Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à la gestion passive, à savoir les ETF. Nous allons tenter de comprendre ensemble s'il existe des risques à investir sur des ETF. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yancovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Bonjour Régis Yancovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer le sujet des risques liés aux ETF. En existe-t-il? Juste avant, on peut peut-être redéfinir ce que c'est qu'un ETF. L'idée de cette gestion passive, c'est d'aller investir dans des produits qui vont répliquer des performances liées à des indices ou à des secteurs d'activité. On peut en créer autant qu'on veut d'ailleurs des ETF, si je ne dis pas de bêtises. Ah, pourvu qu'on ait l'argent pour ce qu'on appelle les CID, oui, pourquoi pas. Il y a même des sociétés de gestion qui se sont spécialisées dans les ETF en marque blanche. Et donc, si quelqu'un d'entre vous, voilà, je regarde la caméra exprès. Bien sûr, une petite annonce, ouais, c'est ça. Ah, je sais pas, il faudrait voir, mais je pense à partir de 100, 200 millions, on peut peut-être créer un ETF. D'accord, oui, donc il faut quand même effectivement avoir un petit peu de moyens pour créer un ETF. Oui, les marges sont très fines, donc ça demande beaucoup de capitaux, ouais, absolument. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller répliquer des indices, que ce soit des secteurs d'activité, des indices qui existent déjà ou autres. Alors là, vous me tendez une perche, il est nécessaire de préciser. D'ailleurs, ETF, qu'est-ce que c'est quoi ETF? Exchange Traded Fund. Ça veut dire des fonds cotés en bourse. À aucun moment, il est dit qu'on allait suivre un indice. D'accord. C'est lors de son voyage en 2000 vers l'Europe qu'Euronext a eu l'idée de choisir un nom très français, Tracker, pour dire on va suivre un indice. D'accord. Oui, parce qu'on rappelle que ETF et Tracker, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Absolument. Mais il n'y a pas cette notion de suivre un indice initialement dans le nom américain. D'accord. Et je trouve ça intéressant à une époque où on parle de plus en plus d'ETF de gestion active. Donc, il va falloir couper le cordon ombilical entre ETF et gestion passive. D'accord. Ça va prendre du temps. Ça n'est pas un synonyme. Ce n'est plus un synonyme, non. D'accord. Ça l'était déjà un petit peu moins depuis quelques temps, depuis qu'on a introduit ce qu'on appelait, vous vous souvenez sans doute, le Smart Beta. Difficilement, expliquez-nous. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la composition de l'indice n'allait pas être figée ou déterminée par un comité qui se réunit tous les 3 à 4 fois par an, comme le comité du CAC 40. D'accord, oui. Mais on implémente dans l'indice des règles de gestion. D'accord. Par exemple, un indice value, c'est un des facteurs de risque du Smart Beta. Eh ben, on va dire, selon les sociétés de gestion, chacun a la liberté, un PE inférieur à 10, un PE price earning, donc un élément de valorisation, un price to book inférieur à, je sais pas, 1,5 par exemple, et un dividend yield supérieur à 4. Voilà. Et donc on met les règles au départ et ensuite ça vit tout seul. Exactement. D'accord. Donc c'est actif, mais c'est prévu au départ. Et donc la prochain étage de la fusée ETF, c'est de ne pas avoir de règles. En fait, ça se fait déjà aux États-Unis. D'accord. C'est un grand succès aux États-Unis. C'est en train de venir en Europe. Et donc là, ça deviendrait une sorte de gestion active, mais via des ETF. Exactement. Et c'est une révolution. Ça change tout. Ça change tout parce que vous avez un véhicule qui est plus performant. Je ne parle pas de performance financière, je parle de performance de souplesse, de liquidité, d'utilisation. Et en même temps, si vous croyez à la gestion active, vous pouvez accéder à la gestion active. Alors, quand on parle d'ETF et qu'on fait le synonyme avec de la gestion passive, même si j'ai bien compris qu'il ne faut plus le faire et j'arrêterai de le faire après cette émission, on cherche toujours le risque quand on investit quelque part. On cherche de comprendre où est le risque. Généralement, le risque identifié quand on investit sur un produit financier qui va répliquer ou non un indice, ou en tout cas suivre un indice, on se dit si l'indice baisse, je vais perdre de l'argent et puis ça va s'arrêter là. Non, vous nous dites qu'il y a d'autres risques à prendre en compte. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte qui sont pas réellement attaché au produit en lui-même, mais plutôt à son utilisation ou à sa compréhension, sa mécompréhension. La première chose auquel je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de produits qui s'appellent des certificats et qui s'apparentent à de la gestion indicielle parce qu'eux aussi suivent un indice, parfois avec des leviers absolument prodigieux que la réglementation ne permet pas de faire en ETF, puisqu'en ETF, on ne peut aller que jusqu'à x2 ou x-2. D'accord. Et donc, ils sont de la gestion indicielle, mais qui ne sont pas dans une enveloppe juridique ETF. Ça veut dire que ce sont des produits émis par des banques et dont la cotation, la valeur, va dépendre aussi, pas seulement, mais aussi de la santé de la banque qui a émis le produit. Ok. Et donc, si la banque, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les produits Crédit Suisse il y a quelques semaines, mais il est possible qu'on ait vu d'un écartement des spreads sur ces produits-là, ce qui n'arrive pas avec des ETF. Voilà.
Parce que, en fait, on revient sur ce sujet de confusion entre suivre un indice et investir dans un ETF, c'est ça? Non, la confusion, elle est dans l'enveloppe. Oui, c'est ça. Juridique. Donc en fait, on pense que comme ça va suivre l'indice, c'est forcément un ETF, alors qu'en fait, on est sur un autre produit. C'est ça. Voilà. D'accord. Absolument, absolument. Le deuxième point, c'est cette histoire de levier. Bon, on a fait beaucoup et tout le monde fait beaucoup de pédagogie là-dessus, mais je voudrais en remettre. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'est quand vous avez un ETF à levier, le contrat, c'est que, prenons un x2, c'est que lorsque l'indice fait 1%, l'ETF en fasse 2. Bon, logique. Mais c'est un contrat quotidien. Lorsque vous capitalisez jour après jour cet effet-là, vous arrivez à la fin du mois, vous n'êtes pas... Si l'indice... Alors, je vais prendre des chiffres, puisque j'ai préparé des chiffres. Bien sûr, dites-nous pour qu'on comprenne bien, effectivement. Allez, donc là, on parle du levier. Oui. Allez, du levier, j'ai pris un double bear. Double bear, donc là, c'est fois moins 2. L'indice gagne 2, le double bear en perd 4. D'accord. Quotidiennement. Okay. Depuis le début de l'année, le CAC a perdu 15%. Le double bear, donc on se serait attendu qu'il en gagne 30. Oui, bien sûr, jusque-là je suis. Ouais. Mais pas du tout, il en gagne 14. Alors là, il va falloir nous expliquer. Alors, l'explication, on va essayer de s'accrocher. Je vais lire et calculer en même temps. Vous êtes en basse 100. Ouais. D'accord ? Prenons un indice qui gagne 5%. D'accord ? Donc, votre double bear se retrouve à 90. Vous avez fait moins 10. Bien sûr. 10%. Et l'indice est à 105. La journée suivante, l'indice perd 10%. D'accord ? D'accord. Donc il passe de 105 à 95. À 94,5. D'accord. 95 à peu près. Et votre ETF, qui lui part de 90, gagne 20%. Ça fait 108. Arrivée des courses, vous avez un indice qui est à moins 5,50 et un double bear à plus 8 et pas à plus 11. D'accord, puisqu'en fait, on recalcule sur... oui, c'est remis à niveau... bien sûr. Recapitulation. D'accord, je comprends. Okay. Oui, on recalcule sur la valeur d'hier, entre guillemets, ou de la valeur du jour. C'est ça, le contrat, c'est de dire c'est le double ou moins deux fois, bien sûr. Tous les jours. Donc, il y a des effets de capitalisation qui s'entraînent et plus vous portez longtemps ce produit-là, plus vous avez des risques de vous détacher de ce que vous imagineriez faire. D'accord. J'ai vu des cas où on avait des indices en forte baisse et où le bear ou le double bear était en baisse également. D'accord. Okay. Parce que ça dépend du chemin qu'a pris l'indice pour baisser. S'il l'a fait de manière très volatile, alors vous divergez. S'il le fait de manière peu volatile, alors vous restez proche. D'accord, oui, donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a du levier, il ne faut pas y rester trop longtemps, c'est ça? On peut regarder cette règle en tête, oui, bien sûr. D'accord, ok, oui, c'est ça, ça marche. Absolument. Ouais, c'est ça. Absolument. Okay. Donc ça, c'est effectivement les risques liés à, non seulement à l'enveloppe juridique, mais aussi au levier qu'on aurait pu y mettre, c'est ça? Absolument, mais on comprend bien que ce n'est pas un problème lié au comportement du produit. Le produit fait ce qu'on attend de lui, mais c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on veut faire avec ce produit. D'accord. Absolument. Il y a un deuxième risque. Je voulais vous parler également de... Il y a un truc qui m'insupporte. Voilà, c'est dans nos métiers. Voilà. Non, franchement, mais là encore, c'est pas propre aux ETF. C'est que les fonds disparaissent. Alors quand ils disparaissent, il y a un risque de contrepartie, c'est même plus un risque de contrepartie. La porte de secours, c'est qu'ils sont rachetés. C'est qu'ils sont délistés. Les ETF peuvent être délistés. D'accord. J'ai vu une statistique avant de venir, mais qui est formidable. C'est que en 15 ans, la moitié des fonds, qu'ils soient ETF ou pas, ont disparu. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe quand on investit sur... Alors on est remboursé au moment de la disparition. Il y a une valeur liquidative qui est calculée. Le porteur est remboursé. D'accord. Okay, personne n'est lésé. Mais, alors, quand vous investissez sur un ETF Eurostock 50, ça arrive rarement qu'il y ait un ETF Eurostock 50 qui soit délisté. Mais bon, vous avez toujours la possibilité d'acheter un autre ETF ou un autre fonds Eurostock 50. Mais quand vous êtes dans votre PEA, que vous avez voulu investir sur des contrées lointaines, par exemple l'Afrique du Sud, et que vous apprenez un jour que l'ETF disparaît, mais comment vous faites vous retourner? Il n'y a pas d'autre ETF Afrique du Sud éligible au PEA. Parfois, il n'y en a même pas du tout. Donc vous sortez de l'investissement. Vous sortez de l'investissement. Et en plus, en général, si l'ETF est délisté, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. S'il n'a pas eu beaucoup de succès, c'est que les performances ne sont pas bonnes. Et donc, vous sortez dans les conditions catastrophiques. Oui, et puis surtout, vous ne choisissez pas le moment où vous sortez. Vous ne choisissez pas du tout le moment où vous sortez, absolument. Alors ça arrive souvent. Et ça arrive de temps à autre parce que les promoteurs d'ETF cherchent à faire le ménage un peu dans leur gamme, voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On a assisté ces 3-5 dernières années à une explosion des lancements des fonds thématiques. Il n'est pas exclu qu'avec la baisse
qui est finalement assez récente à l'échelle d'un promoteur d'ETF ou de fonds, il y ait du ménage qui soit fait et que des fonds thématiques sortent. Donc, non, mais allez-y. Peut-être un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous regardent, c'est regarder le montant des actifs gérés avant d'investir dans un ETF. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et d'ailleurs c'est une stratégie de gestion, d'avoir une allocation très diversifiée. Parfois certains vont même jusqu'à diversifier sur des secteurs ou des zones géographiques qu'ils ne connaissent pas et ils passent par des ETF. Mais donc en fait ça veut dire que quand on passe par des ETF sur des choses qui sont très risquées, il y a un risque derrière qu'on considère que le promoteur d'ETF ne trouve ça pas suffisamment rentable et supprime l'ETF ou soit racheté ou que ça peut arriver, et c'est arrivé, ça arrivera encore, et ça arrive sur des fonds non ETF. D'accord. C'est la même histoire, il n'y a pas plus de... Et je dirais même au contraire, puisque l'engouement des ETF ne se tarit pas, il y a des flux toujours plus importants sur les ETF, donc je dirais que c'est même plus la gestion classique en OPCVM non ETF qui est à risque. Mais ce risque-là, il est compliqué à gérer, il est très compliqué. Du coup, si on prend un peu de recul, parce que là, effectivement, on a fait un focus sur les risques liés aux ETF. Il y a quand même des bonnes choses sur un type d'investissement comme celui-là. Comment est-ce qu'on aborde un investissement en ETF en tant qu'épargnant ? Je crois que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux en faire de la gestion active ou est-ce que je veux en faire de la gestion passive ? Donc la première question, c'est déjà d'accepter l'idée que ça n'est pas que de la gestion passive, c'est ça ? Non, parce que, alors, une fois que vous avez répondu à cette question, si vous voulez en faire de la gestion passive, vous définissez une structure de portefeuille qui soit cohérente avec le niveau de risque que vous voulez prendre, votre objectif de performance, et puis vous vous laissez porter, vous rebalancez de temps à autre. Si vous voulez en faire de la gestion active, question suivante, c'est le caractère actif de la gestion. Où est-ce que vous voulez le mettre ? Vous voulez le mettre dans le produit ou à l'extérieur du produit ? D'accord, ouais. Voilà, c'est un élément important. Moi, je fais ça depuis quelques années. Et donc, je suis plus confortable en gardant le contrôle de mon allocation. Donc, je privilégie les ETF vraiment passifs, classiques. Un peu maintenant à l'ancienne. Bien sûr, oui. Une autre stratégie serait d'aller vers des ETF de gestion active. Pourquoi pas ? Mais l'ETF reste, à mon sens, plus performant que l'OPCVM. Du fait de la liquidité. Et alors, rappelez-nous quand même, on en a déjà parlé au début, mais un ETF de gestion active, donc ça n'existe pas aujourd'hui en France, c'est ça ou très peu ? Il y en a très peu, quelques-uns, mais c'est pas nombreux. Surtout dans le domaine obligataire, mais en action, il y en a très peu. Quelle va être la grande différence pour l'épargnant qui aurait investi d'un côté sur un ETF de gestion active et l'autre sur un ETF de gestion passive ? C'est qu'il va devoir choisir ensuite ce dans quoi il investit ou il va être beaucoup plus... Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que les problématiques actuelles seront les mêmes, c'est-à-dire comment je choisis mon ETF de gestion active, c'est-à-dire qui est le gérant, quelle est sa stratégie, quelle est sa zone géographique, son niveau de risque, etc. etc. Mais en plus de ça, ça va être à quel moment je l'achète, puisque je vais pouvoir l'acheter à tout moment. Voilà. Bien sûr, à quel prix ? Mais je vais connaître le prix. Aujourd'hui, on ne connaît pas le prix quand on achète un PCBM. C'est prodigieux, ça, d'acheter des produits où on lance un peu à pile ou face, surtout avec la volatilité actuelle. C'est délirant. La question, ça va être aussi la qualité du prix, parce qu'il y aura la valeur un peu théorique du fonds, puis la valeur cotée. Il faut bien s'assurer que les deux sont vraiment strictement au même niveau. Eh bien, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Régis Jancovici, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.